face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1, Elliott Deval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour Face à Philippe de Villiers. C'est votre rendez-vous sur Europe 1 chaque samedi matin de 10h à 11h. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour Elliott. Bonjour Geoffroy. Geoffroy, le jeune du JDD. Je vous ai coupé, pardonnez-moi. Bonjour. C'était très originalement en train de dire bonjour Elliott, bonjour Philippe. Oui, c'est vrai qu'il faudrait trouver quelques alternatives au bonjour. Bon samedi. Bon début de week-end. Quel plaisir le samedi d'être avec vous. Philippe de Villiers, est-ce que vous allez faire comme Emmanuel Macron avant les Jeux Olympiques? Vous baignez dans la Seine? Alors non, parce que j'aurais trop peur que Madame Hidalgo me surprenne et me noie. J'ai pensé, vous n'êtes pas du tout au courant de cette question que j'allais vous poser. L'actualité est lourde, on va revenir sur des sujets évidemment éminemment importants dans cette émission. Mais c'est vrai qu'un peu de sourire, un peu de légèreté, ça fait du bien. C'est intéressant d'entendre le président de la République nous dire que s'il plonge dans la Seine, il va surnager. C'est un des seuls endroits où il surnage. Mais personne n'a envie de se baigner dans la Seine. Vous allez croiser les surmulots. Geoffroy Lejeune, vous pourriez vous baigner dans la Seine? Vous savez, il y a un point commun entre Macron et Poutine. Poutine se baigne dans de l'eau froide. Donc Macron limite, comme d'habitude, il limite quelqu'un. Ah mais je suis pas sûr que ce soit la température le problème de la Seine. Hein. C'est plus... moi je suis terrifié par la Seine. Il y a des silures énormes, oui. Espèce de gros poissons, des rats évidemment. Il y a même paraît-il des cadavres. Enfin bon, ça fait... Oh là, ben dis donc, bonjour l'ambiance à 10h du matin. Ah, mais moi c'est un de mes traumatismes. Ah mais moi, mais vraiment pour rien au monde, je mettrais un pied dans la Seine. Et c'est un Parisien qui vous parle, amoureux de Paris. Mais c'est trop sale. On ressort avec des cloques. Voilà. Bon, un peu de sourire quand même, parce qu'effectivement, l'actualité est lourde. Philippe de Villiers, cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole en marge d'une conférence de soutien à l'Ukraine. Et ça sera notre premier sujet, réunissant 21 chefs d'État. Et il a pris tout le monde de court en affirmant que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne pouvait être exclu. On écoute attentivement le président de la République. Et on en parle juste après. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Geoffroy Lejeune. Philippe, Emmanuel Macron a dit avoir pensé, pesé et mesuré les mots qu'on vient d'entendre. Selon vous, à quoi joue-t-il le président de la République? Il joue avec le feu nucléaire. Et je suis prêt à expliquer pourquoi. En pesant chaque mot, moi aussi. Envoyer des troupes au sol, dans le droit de la guerre, ça a une signification qui s'appelle la co-belligérance. Donc on change de statut. On passe du statut de soutien au statut de parti à la guerre. La co-belligérance, ça veut dire que la géographie de la guerre s'étend à ceux qui sont co-belligérants, donc à la France. Le territoire français entre en guerre et le peuple français entre en guerre. Conséquence, il ne peut pas y avoir de guerre conventionnelle entre deux États nucléaires. La France est un État nucléaire. La Russie est un État nucléaire. Si on bascule dans la co-belligérance, on est face à la Russie, on devient l'ennemi de la Russie, et donc la Russie nous traite comme un État nucléaire. Et là, on retrouve ce que moi j'ai vécu, vous étiez trop jeune, enfin vous n'étiez pas né d'ailleurs, l'affaire des missiles de Cuba. En octobre 1962, j'avais 13 ans. Et pendant plusieurs jours, nos professeurs nous disaient « on ne sait pas si on va avoir la guerre nucléaire ». Il a fallu tout le sang-froid de Kennedy et de Khrouchtchev pour désamorcer la crise. Mais on était au bord de la guerre nucléaire. Donc, vous voyez, quand on a la force atomique, pour se protéger, il y a une doctrine stratégique qui a été définie par le général de Gaulle. C'est que on protège des intérêts vitaux. Pierre Lelouch, brillamment, et Jean-Pierre Chevènement, avec sa maestria, ont dit tous les deux, en 2 jours,
l'essentiel, à savoir, on n'a pas élu M. Zelensky comme président de la République. On a élu Emmanuel Macron. Ça, c'est Jean-Pierre Chevènement qui dit ça. Et il ajoute, il s'agit de défendre le territoire français. L'Ukraine, même si on a de l'amitié pour les Ukrainiens, c'est pas le territoire français. Et donc, l'atome, la force atomique, la dissuasion, c'est pour protéger les intérêts vitaux de la France qui s'arrêtent au territoire français. Voilà. Et si jamais on décide de passer à une autre phase, alors il y a un vrai danger. Peut-être on va en parler. Bien sûr. Un vrai danger. Philippe de Villiers, comment vous expliquez donc cette déclaration? N'a-t-on rien appris, puisque vous parliez de l'histoire de la guerre des missiles de Cuba? N'a-t-on rien appris de l'histoire, tout simplement? Moi, je pense que Emmanuel Macron ne sait pas, ou ne sait plus, ou n'a jamais su comment deux guerres qui nous ont fait très mal ont commencé. Celle de 1870 et celle de 1914. Quand vous regardez de près ce qu'a été l'enchaînement, vous comprenez que, en fait, les guerres, depuis la guerre de Troie, souvent sont déclenchées par l'inconséquence, la légèreté, la forfanterie, la gloriole, la vanité. Il suffit d'un mot malheureux. Donc quand on est chef d'État, il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'improvise pas, comme dit Pierre Lelouch. Jamais, jamais. Et alors, en 1870, en juillet 1870, il a suffi d'une dépêche. Tout le monde a oublié, personne ne sait plus aujourd'hui ce qu'était la dépêche d'Ems. C'est le ton rogue d'un empereur. Et après, c'est l'engrenage des alliances. Et on va à la guerre. Et on a eu la guerre, 1870. 1914, c'est l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche qui nous amène à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engrenage des alliances et à chaque fois, le gars qui dit « tarte ta gueule à la récré ». Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'histoire, depuis les Grecs et les Romains, il y a toujours le parti de la guerre. Bon, il y a deux sortes de paix. Il y a la paix munichoise, la paix de la lâcheté, mais il y a aussi la paix westphalienne, la paix de la victoire. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on est dans un esprit de paix qu'on est un pacifiste et un défaitiste. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit quand on est chef d'État, parce qu'on est chef de guerre. Il y a une phrase que vous avez prononcée il y a quelques instants, Philippe de Villiers, qui m'a marqué. Vous avez dit « Emmanuel Macron joue avec le feu nucléaire ». Il s'avère que Vladimir Poutine lui a en quelque sorte a répondu à cette menace nucléaire, et on l'entendra juste après la pub sur Europe 1. À tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. De retour sur Europe 1 pour la suite de Face à Philippe de Villiers, avec Philippe de Villiers bien sûr et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Philippe de Villiers, avant la publicité, vous parliez du feu nucléaire. Il s'avère que jeudi, lors d'une longue conférence de presse, Vladimir Poutine a répondu indirectement au président français, expliquant que les menaces occidentales créaient un réel risque de conflit nucléaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute et on en parle juste après. Ils évoquent la possibilité d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. Nous nous souvenons quel a été le sort de ceux qui ont envoyé des soldats sur notre sol. Les conséquences pour tous ceux qui voudront intervenir seront des plus tragiques. Nous avons des armes qui peuvent atteindre des cibles sur leur territoire. Ils inventent des schémas pour nous faire peur et faire peur au monde entier. Mais ces plans peuvent amener à un conflit à grande échelle et l'utilisation de l'arme atomique. Je me demande si ces gens-là se rendent vraiment compte de ce qu'ils proposent. Ils n'ont jamais réellement connu la guerre. Nous, en Russie, on connaît la guerre. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Il y a une escalade verbale cette semaine comme on n'a pas connu depuis longtemps dans ce conflit, qui a commencé il y a 2 ans. Est-ce que vous craignez, vous, réellement aujourd'hui le risque d'une 3e guerre mondiale? Oui, parce que on a un président matamor
Et la preuve qu'il n'a pas réfléchi, c'est qu'il a été désavoué par le monde entier de ceux qui étaient ses soutiens. Et donc, il a, vis-à-vis de la Russie, montré sa grande faiblesse. Je dis oui, mais j'ai mis du temps à répondre oui parce que on peut sortir de cette phase compliquée. Il y avait une expression prononcée par François Mitterrand, c'était sortir de la logique de guerre, c'était au Koweït, je crois, pour imposer une logique de paix. C'est ce que tous les esprits sensés devraient proposer. Mais aujourd'hui, on n'entend personne dire ça. Pourquoi ? Parce que, comme le disait un militaire de haut rang, il dit « Ah, ben on ne peut pas dire ça, parce que si on est accusé d'être pro-Poutine, c'est incroyable. Si on dit qu'on est pour la paix, ah oui, alors vous êtes Munich quoi ? Non, je suis westphalien. La paix de Mazarin, c'est pas mal. Hein. Détestation de la Russie, de tout ce qu'elle représente, ça sent l'idéologie. Mais quand on est chef d'État, on fait attention, on revient au réel. Et il tourne comme une toupie. Il y a toutes les erreurs d'appréciation. J'en citerai 3 qui sont spectaculaires. C'est les tartarinades. Première tartarinade, les sanctions vont mettre à genoux la Russie. C'est Bruno Le Maire. Il faut citer les grands auteurs. Et finalement, les sanctions, elles ont pas mis à genoux la Russie, elles nous ont mis à genoux nous. Elles ont profité aux États-Unis, qui nous vendent son gaz liquéfié. C'est un travail de professionnel. Et nous, ça nous a considérablement affaiblis. En plus, on paye. Deuxième tartarinade, la Russie est isolée. On a vu. Isolée avec tous les BRICS, isolée avec le Brésil, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique. Par contre, qui est isolé, c'est nous. C'est nous, puisque l'Europe, puisque les États-Unis s'en vont sur la pointe des pieds, retrouvant l'esprit de la doctrine Monroe, c'est-à-dire l'isolationnisme. Troisième tartarinade, la contre-offensive a commencé. Il y avait une chaîne de télé qui est spécialisée dans l'affaire de l'Ukraine et qui a dit pendant des mois, la contre-offensive est en train de réussir. Et tous les Français l'ont cru. Bon, alors que sur le terrain, vous voyez bien que c'était pas vrai. Il y avait simplement un front à la coréenne. Bon. Et maintenant, on ne peut plus cacher que la contre-offensive a échoué, puisque c'est le chef d'état-major des armées de l'Ukraine qui l'a dit. Bon. Donc, quand vous accumulez les tartarinades, et que vous dites, et que je dis, vous allez voir, je vais vous faire la guerre, moi je suis plus fort que vous, etc., on se dit, oh là là, la nouvelle tartarinade. Vous voyez ? Et même Scholz, qui est quand même pusillanime, s'en est aperçu. Troisièmement, et c'est peut-être le plus grave, Emmanuel Macron n'a pas du tout la sensibilité qu'avait quelqu'un comme Chirac par rapport à la Russie ou De Gaulle. Il y a une phrase de Talleyrand qu'il faut avoir présent à l'esprit. Talleyrand dit « Je connais 1000 façons de faire sortir l'ours de sa tanière, je n'en connais aucune pour l'y faire rentrer. » Et il y a un proverbe russe qui dit, qui est très parlant, quand la force est là, l'intelligence est inutile. En d'autres termes, les Russes sont les Russes. Ils ont un tempérament et il faut connaître le tempérament des peuples. Guillaume Bigot disait une chose extraordinaire. Il dit, en Ukraine, on a inventé un verbe, macroner. Ça veut dire croire que le verbe, c'est l'action. Et en Chine, il paraît qu'il y a un autre verbe, dit Guillaume Bigot, c'est quelqu'un de scientifique, donc il l'a pas inventé. Il dit macaronner, parce que le macaron, il est dur au-dessus et mou à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Alors, comment on peut sortir de l'escalade par un processus de paix? On substitue à la logique de guerre la logique de paix. La France est la mieux placée pour ça. Alors, pourquoi entrer dans ce processus de paix? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il vaut mieux trop tôt que trop tard. C'est-à-dire qu'il vaut mieux imposer la paix maintenant, une paix négociée maintenant, que quand l'armée russe sera à Kiev. Ce sera beaucoup plus compliqué. Ensuite,
ça nous coûte très cher. Tiens, puisqu'il y a des commissaires qui jouent les fous qui est un ville, qui aiment bien les commissions d'enquête, je suggère une commission d'enquête. C'est savoir combien ça nous coûte la guerre en Ukraine. Les coûts directs, les coûts indirects, l'agriculture, l'inflation, l'énergie, etc. Donc on peut peut-être arrêter les frais. Mais si je peux me permettre de reprendre votre distinction entre paix munichoise et paix westphalienne et ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'idéologie et le réel, il y a malgré tout, on dirait un problème, si vous voulez, c'est que il est impossible de cautionner une solution pour l'Occident en tout cas, qui consisterait à valider le fait que la frontière ukrainienne ne soit plus la même qu'avant le conflit. Et ça, c'est, je crois, ce sur quoi pour l'instant on est en train de bloquer. Quelle solution vous voyez quand vous parlez de solution négociée? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors précisément, j'y arrive. Vous avez raison. C'est la difficulté. Mais à chaque fois qu'on fait la paix, et à chaque fois qu'on est en guerre dans l'histoire de l'humanité, et l'histoire de France regorge d'exemples, on affronte ce problème-là. Le traité de Münster, il a fallu négocier. Voilà. Et il y en a qui cèdent, et c'est pas forcément les premiers qui cèdent. Il y a ceux qui gagnent, ceux qui perdent, mais on est tous un peu perdants, tous un peu gagnants. Il faut faire des efforts. Voilà. Et alors, je vais être très précis. Il faut entrer dans une logique de paix. Déjà, on fera une paix à la coréenne, ce sera mieux que rien. On peut faire un cessez-le-feu. Et ensuite, un long processus au cours duquel on essaye de s'entendre. On l'avait fait avec les accords de Minsk. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés, n'ont pas été appliqués. Il faudra un jour se demander, d'ailleurs, je me souviens d'un article de Luc Ferry, très intelligent dans le Figaro, qui a dit qu'il faudra se demander un jour pourquoi les accords de Minsk n'ont pas été exécutés. Voilà. Et donc, en fait, il faut une architecture de sécurité en Europe. Pour moi, il est impensable que l'Europe fasse rentrer l'Ukraine dans l'Europe, sinon c'est la fin de l'Europe, la fin de notre agriculture, etc. Il y a 700 milliards de dégâts. Bon. Et d'ailleurs, Biden a déjà dit que c'était impensable que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc il faut trouver une solution. Je ne suis pas là pour donner les solutions. J'ai quelques idées en tête, comme tout le monde. Mais je suis persuadé que si on arrive dans un esprit pacifique, en fait, Poutine acceptera. Parce qu'il veut, en fait, autant que nous, la paix, parce qu'il sait que la guerre longue use tout le monde, des deux côtés. Voilà. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, qui est très important, quand vous faites la guerre, faut un but de guerre. Si vous n'avez pas de but de guerre, vous faites n'importe quoi. Or là, on a le sentiment qu'il n'y a pas de but de guerre. Et si le but de guerre, c'est la défaite de la Russie, alors qu'on voit bien qu'elle s'éloigne, alors là, on prend des risques. Non, le seul but de guerre, c'est d'aider l'Ukraine pour faire en sorte qu'elle aborde la négociation dans des bonnes conditions pour une paix équilibrée. C'est ça, être intelligent quand on connaît l'histoire des guerres et quand on connaît la mentalité des peuples. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le risque de conflit mondial et ces déclarations de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron et du conflit ukrainien. Je le dis aux téléspectateurs parce que quand je vous écoutais, c'était absolument passionnant. Vous êtes sans fiche sur le plateau. Il n'y a pas une feuille. Vous savez qu'il y a des gens... Il n'y a pas une feuille, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est pour ça que je le dis. Oui, mais vous savez qu'il y a des gens qui disent on ne voit pas du tout qu'il a un prompteur. Mais voilà, exactement. Donc je le dis aux téléspectateurs, Philippe de Villiers, vos fiches, elles sont là. Les miennes, en revanche, j'en ai quelques-unes ici. Nous reviendrons, Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, sur un tournant historique dans un instant sur Europe 1, un tournant voulu par une majorité de Français. C'est la constitutionnalisation de l'IVG. À tout de suite sur Europe. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliot Deval. De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune sont présents dans les studios d'Europe 1. Dans l'actualité cette semaine, Philippe, le Sénat a donc majoritairement voté pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Tous les parlementaires seront donc convoqués lundi à Versailles lors d'un congrès pour adopter définitivement cette mesure. C'est une décision souhaitée par une majorité de Français. 8 Français sur 10 sont favorables à ce que l'IVG
entre dans la Constitution, à ce que les femmes disposent de leur corps librement et d'en faire donc un droit fondamental. Ce que je vous propose avant d'avoir votre conviction, votre regard sur ce sujet, je vous propose qu'on écoute le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Philippe de Villiers, personne ne remet en cause le droit des femmes à disposer de leur corps, personne ne remet en cause le droit à l'IVG. En revanche, certains, dont le président Gérard Larcher, doutaient de l'intérêt de l'intégrer dans la Constitution. Il avait dit, je le cite, « La Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux ». Philippe de Villiers, que pensez-vous de la constitutionnalisation de l'IVG ? Il y a eu un communiqué hier des évêques de France, la conférence des évêques de France, qui se résume à un mot, qui est le titre, la tristesse. Ce mot convient, la tristesse. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. La France est le premier pays du monde à inscrire dans sa loi fondamentale, parmi les valeurs suprêmes, le droit à l'avortement. Les conséquences sont vertigineuses. Première conséquence, la clause de conscience. C'est fini. La clause de conscience pour les médecins et les personnels de santé. C'est un viol de conviction intime. C'est la fin du serment d'Hippocrate. Tu ne tueras pas. Deuxièmement, c'est la fin de la liberté d'expression. On sera passé en 50 ans de la dépénalisation de l'avortement à la pénalisation de la parole de vie. C'est-à-dire que à partir de mardi matin, au lendemain du Congrès, toute parole, toute action pour défendre la vie, l'enfant à naître, ou pour contrarier et contredire la Constitution, c'est-à-dire l'avortement, sera passible de la justice et encourra un risque pénal. Troisièmement, c'est la porte ouverte à la dérive eugéniste. On élimine le plus faible en fonction du génome. C'est le passeport de toutes les transgressions. La vie n'est plus un absolu. Et c'est la Constitution. Et surtout, et je terminerai par là, c'est une course à l'abîme d'une civilisation en perdition. C'est la déshumanisation progressive du monde par l'effacement programmé du visage de l'homme. L'histoire est intraitable. Lorsque Rome a décidé de pratiquer l'avortement et l'exposition des enfants, la Romagna a été balayée par la Gotia, la fureur de vivre. Et donc, c'est une manière de sortir de l'histoire que de confier à d'autres le soin de faire des enfants. Le slogan, le mot d'ordre des sociétés expirantes, c'est mourir en s'amusant. Nous en sommes là. Je précise que toutes ces réflexions que vous avez, c'est sur la constitutionnalisation de l'IVG, des conséquences qu'elle pourrait avoir sur les décennies à venir, et non sur la remise en cause du droit des femmes à disposer de leur corps. Vous avez connu Philippe de Villiers, Simone Veil, vous l'avez bien connu. Oui. Justement, je vais répondre à votre question. Simone Veil, j'ai eu des conversations avec elle, de nombreuses conversations avec elle, parce qu'on était à l'UDF ensemble. On était voisins. Et on avait des relations à la fois amicales et franches, comme on dit en diplomatie. Simone Veil, en fait, si elle était là, elle ne serait pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Elle m'a dit deux choses, Simone Veil, pour me répondre. Puisque moi, je suis hostile à l'avortement, parce que je suis pour le droit à naître de tous les enfants. Elle m'a dit, premièrement, lisez, relisez ma loi, Philippe. Cette loi, je la connais par cœur. Article 1, écoutez bien. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne peut être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire, cet article 1 ? Ça veut dire que l'enfant à naître est un enfant.
l'embryon est un enfant. Le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Et deuxièmement, elle a dit, vous inquiétez pas, le cadre, il est conditionnel et définitif, immuable. C'est 10 semaines, il y a un délai de réflexion, et en cas de détresse, etc. Tout ça, ça a sauté. Donc, si vous voulez, au nom de la liberté d'expression qui fait beaucoup parler, comme les évêques l'ont dit, parce que tout ce que je viens de vous dire, les évêques l'ont dit dans leur communiqué, qui est remarquable. Précis, laconique, remarquable. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Et comme souvent, hélas, je suis en avance sur l'humeur publique, mais j'ai le devoir de dire ce que je viens de vous dire, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Il faut défendre la vie. Vous avez pu donc, Philippe de Villiers, exprimer votre conviction sur le sujet. Je me permets de vous rappeler que la loi a été votée, que 8 Français sur 10 sont favorables à l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Philippe de Villiers, nous parlerons dans un instant, après la publicité, d'un autre sujet, un sujet qui vous tient à cœur, c'est la colère agricole. À tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. De retour sur Europe 1 pour la dernière partie de Face à Philippe de Villiers. La crise agricole, Philippe de Villiers. La coordination rurale a organisé 2 actions ce vendredi matin. D'abord au pied de l'Arc de Triomphe et devant le château de Versailles. Alors il y avait une première mobilisation qui n'était pas déclarée. C'était celle au pied de l'Arc de Triomphe. En revanche, celle au château de Versailles devant le château de Versailles était autorisée. Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont été interpellés, placés en garde à vue, entraînant la colère des paysans présents lors de la mobilisation. On les écoute. Petite opération commando, avant que Paris se réveille, pour pas gêner non plus, et sans aucune idée d'affrontement, mais simplement pour faire voir qu'on est encore là, qu'on en a marre d'être pris pour des ânes. Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on se batte à armes égales. C'est-à-dire que là, bientôt, il va y avoir les JO en France. Il n'y en a pas un qui démarre la course 10 mètres avant les autres. En ce moment, nous, au Céréalier, on est concurrencés vis-à-vis des céréales ukrainiennes. Là-bas, 0 norme, on apporte sans droit de douane, et surtout que l'Ukraine, à ce que je sache, elle ne fait pas partie de l'Europe. Geoffroy Lejeune. Les images de cette colère qui, en fait, qu'on a cru à un moment donné arrêter quand ils sont rentrés chez eux, puis qu'on voit ressurgir à l'occasion du Salon de l'Agriculteur, et ces arrestations, est-ce qu'elles vous interpellent, Philippe ? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, ils vont à l'Arc de Triomphe, il faut comprendre pourquoi, parce qu'ils sont allés déposer une gerbe pour tous les paysans qui se sont donné la mort. Mais moi, ça me touche d'autant plus que le soldat inconnu, c'est un paysan français. Ce sont les paysans français qui ont donné leur sang pour défendre la France. Donc c'est pas les Black Blocs. Et on les a traités là comme les Black Blocs. On les met en garde à vue, etc. Donc c'est très choquant. Et puis surtout, si vous voulez, si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a 3 France. Il y a la France globaliste, qui veut sauver l'Ukraine, qui veut sauver l'Europe, qui veut sauver la planète. Sonia Mabrouk a reçu le ministre de la transition écologique. J'ai écouté 2 fois parce que je voulais être sûr de ce qu'il avait dit. Il a dit « Je suis le ministre de la planète ». La deuxième France, c'est la France diversitaire. La première France veut sauver la planète. La deuxième France veut sauver l'Oumma, la seule patrie de la communauté islamique. Et il y a une troisième France, celle-là, la France de l'Arc de Triomphe, la France enracinée qui veut sauver la France. Et celle-là, on n'en veut plus. Autre séquence, Philippe de Villiers, et on revient sur ce chaos au moment de l'inauguration du Salon de l'Agriculture, ces tensions en marge de la présence du président de la République. Il y avait samedi dernier plus de 700 CRS. À chaque fois que le président devait déambuler dans un hall, il fallait évacuer le hall. Impossible pour les visiteurs d'y pénétrer, à tel point qu'à un moment, il y a eu un mouvement de foule jusqu'à ce qu'une barrière cède au milieu des bêtes. Comment avez-vous vécu cette séquence, Philippe de Villiers ? C'est une image forte, c'est Créon qui tombe sur Antigone. C'est une image inouïe, inédite, on n'a jamais vu ça.
Et puis il y a eu surtout deux scènes, une scène néronienne et une scène macronienne. La scène néronienne, c'est le matamor, toujours, qui arrive, le président, et qui en fait se retrouve dans une salle frigorifique, entouré de quelques paysans pour ne pas écouter les huées. Il y a Vincent Trémoille de Villers qui citait la guerre de Troie n'aura pas lieu. Il y a Hector qui dit à Ulysse, le privilège des grands, c'est qu'on peut voir les catastrophes depuis une terrasse. Et donc voir le président enfermé dans une salle de stockage de choux-fleurs pour tenter d'apaiser la colère. Et on a une paysanne qui lui dit « on va crever ». Et il répond « on a les prix blanchis », le verbe. Alors je dis une néronienne parce que c'est honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, sauf s'il a la voix et la lyre de Néron. Néron, il met le feu partout, et puis après, on le voit, il se sauve dans Rome, il cherche un abri, il finit par trouver une petite salle comme ça. Et la deuxième scène allégorique, c'est la scène vraiment macronienne, c'est que c'est l'invitation fantôme. Pourquoi ? Parce qu'elle signifie quelque chose. Elle signifie en fait, non seulement le en même temps, mais je veux transformer la France. Moi, président Macron, je veux la transformer, et la France n'a plus besoin des paysans. En fait, la décarbonation des campagnes, la viande de synthèse fera l'affaire, les produits de synthèse, ils l'ont dit. Bruno Le Maire a dit que la viande de synthèse était très bonne, des steaks de synthèse. Mmh. Donc la décarbonation, c'est la fin des paysans. Ils n'ont pas bougé là-dessus, parce que c'est pas eux qui commandent, c'est le pacte vert. Et deuxièmement, la consommation mondialisée. Ils n'ont pas bougé là-dessus, c'est de pire en pire. On prépare des nouveaux accords, et de toute façon, le Mercosur est en train de vivre sa vie. La consommation mondialisée, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de paysans qui produisent chez nous. Et donc les paysans, ils sont désespérés en cette fin du salon, parce que ils ont compris que la Macronie n'a plus besoin d'une France paysanne. La Macronie, c'est une société mondialisée qui se fournit au prix du monde et qui n'a plus besoin des prairies françaises autrement que pour une redéfinition de l'agriculture. La terre, c'est quand on la travaille, la campagne, c'est quand on regarde travailler les autres. Philippe de Villiers, vous avez employé une expression qu'on peut employer assez souvent dans cette émission. C'est d'ailleurs le propre de cette émission, c'est de tenter de prendre un peu de hauteur. Pour l'autre sujet, on va essayer de faire de même, puisqu'on va parler de l'école, à travers plusieurs faits qui ont marqué l'actualité, avec le même dénominateur commun, c'est l'école. Lundi, on apprenait par exemple qu'à Nîmes, les enseignants d'une école se mettaient en arrêt maladie pour la quasi-totalité d'entre eux dans un quartier rongé par le trafic de stupéfiants. Lundi encore à Drancy, un instituteur du groupe scolaire Timbaud de Verpe n'était pas présent pour la rentrée, incarcéré pendant les vacances, accusé de chanter à la gloire du djihad. Enfin dans le Doubs, l'école élémentaire de Daniel Janet a été mise à sac. C'était samedi dernier par des très jeunes enfants. Estimation des dégâts, plus de 30 000 €. Vous aviez envie, à travers ces faits d'actualité, de nous parler de cette école de la République qui, selon vous, est en danger, Philippe de Villiers. Oui, parce que tous ces faits, ils ont une signification et ils nous invitent à tirer une conclusion, qui est la suivante. Il est impossible de concevoir une école qui recivilise avec une société qui décivilise, pour reprendre les expressions du président de la République. Mmh. Pourquoi ? Parce que une société violente, elle produit une école violente. Une société déculturée, elle produit une école déculturée. Une société décoloniale, elle produit une école décoloniale. La société de la honte et de la peur, elle produit une école de la honte et de la peur. Et les deux mots qui ont été repérés par l'inspecteur général Aubin dans son rapport sur l'école, c'est la peur et la honte. La peur d'enseigner, la peur de transmettre. Quand on fait le lien entre l'école de Péguy, les hussards noirs de la République et le professeur Aubin, on se dit quelle dégringolade. Parce que les hussards noirs, il les décrit comme des gens sveltes, sanglés, sérieux, qui sont conscients de leur précoce
et très grande omnipotence. Le professeur de Péguy, il est souverain de sa classe. Or, les profs sont tombés de leur chair, de leur estrade. Aujourd'hui, ils ont peur. Le prof de Péguy, il est conscient de sa mission. Et sa mission, c'est l'identification. Assimiler, c'est identifier. Ils veulent faire des têtes épiques, comme dirait Victor Hugo. Ils veulent proposer des modèles. Ils proposent des modèles auxquels on peut s'identifier. L'éducation, la transmission, c'est les modèles. Mettre à la disposition des jeunes des modèles. Alors, aujourd'hui, les profs ont peur, c'est-à-dire que ils n'osent plus enseigner à l'ancienne, ou plutôt, comme dit M. Aubin, il y a un enseignement halal et un enseignement haram. Je cite, un enseignement autorisé, un enseignement interdit. L'assimilation, c'est faire de l'autre un autre soi. Et si vous me permettez une métaphore, De Gaulle a défini l'assimilation à sa manière, avec une phrase qui m'a toujours paru mystérieuse et qui est très significative. Il dit, dans toutes les victoires d'Alexandre, on retrouve Aristote. Ça veut dire qu'en fait, il donne le fil de la mémoire grecque. Et moi, je dirais, dans toutes les victoires de Leclerc ou de Delattre, on retrouve le tronçon de l'épée, la pensée française. Et si jamais on ne donne plus à l'école le tronçon de l'épée de Childéric et la pensée française avec le pupitre de Robert Sorbon et saint Thomas d'Aquin, alors la chaîne sera coupée. Et elle est en voie d'être coupée. Et puis, la honte, c'est la honte de ce que nous sommes. On n'a plus la fierté de transmettre, parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Vous savez, la lettre aux djihadistes, chers djihadistes, de Philippe Muret, chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés dans le magasin de porcelaine, mais dans le magasin de porcelaine, il n'y a plus rien. Il nous reste quelques minutes, Philippe de Villiers. Geoffroy Lejeune avait une question pour vous, mais c'est vrai que le temps défile et cette émission n'est pas face à Philippe de Villiers si face à vous il n'y a pas l'histoire. L'histoire encore et toujours l'histoire. Nous sommes en février 1916, Philippe de Villiers. Voilà 9 jours que la bataille de Verdun a commencé. Et dans l'enfer de Verdun, plus de 700 000 soldats vont mourir au front, allemands comme français. Que peut signifier la bataille de Verdun pour les jeunes Français d'aujourd'hui ? Quand je suis allé à Verdun pour la première fois, j'avais 10 ans. J'ai compris au premier coup d'œil ce qu'avait pu être la grande ordalie de tout un peuple. On est comme pris à la gorge par le silence infini de la plaine calcinée. La vie s'est absentée. L'histoire est muette. On dirait que la mémoire est trop lourde à porter. Il n'y a plus d'arbres. Les arbres ne repoussent plus. Il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Ils ne sont jamais revenus. Il y a juste là-bas une plainte lointaine d'un rescapé de la tranchée des baïonnettes, où ont été ensevelis vivants des milliers de poilus, fusils à la main, saisis et statufiés pour toujours. Où sont les familles? Où sont les hommages? Où est passé le souvenir? C'est fini. J'entends la voix lointaine, vibrante, de ce rescapé d'Orgelès en 1919, qui s'adresse à ses frères d'âme. Chers camarades, les temps qui viennent vont périmer vos visages et jusqu'à vos croix insignifiantes. On oubliera. Oh, je sais bien, c'est odieux, c'est cruel, mais comment imaginer? C'est ainsi, c'est humain. C'est humain parce que, tout pareil à ces étangs transparents, dont l'eau liquide dort sur un lit de bourbe, le cœur de l'homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux des beaux jours. La plainte, la douleur, les haines, les regrets éternels, tout cela tombe au fond. Tout cela est trop lourd. On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont.
et l'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qui l'aimaient tant. Oui, mes camarades. Oui, mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir. Sans croix pour vous garder, sans cœur vous blottir. Je vous vois qui vagabondez avec des gestes qui tâtonnent, cherchant dans la nuit éternelle tous ces vivants ingrats qui vous ont oublié. On oubliera. Ainsi va la mémoire d'un peuple. Quand j'étais enfant au monument aux morts, le 11 novembre, mon père était maire, il égrenait le nom des soldats. Il y avait encore des rescapés, les derniers. Raymond Martin de Boulogne. Il s'est approché de moi, on a trinqué, j'étais tout petit, et il m'a dit « Toi aussi, t'oublieras ?» Je dis « Non, je t'oublierai jamais, je vous oublierai jamais. » Il dit « Philippe, j'y étais. J'y étais. Ils y étaient. On n'a pas le droit de les oublier. » Merci Philippe de Villiers pour cet hommage, émouvant témoignage, et de nous permettre chaque semaine de nous replonger dans notre histoire, l'histoire de France, face à Philippe de Villiers, touché à sa fin. Merci à vous, cher Philippe de Villiers. Merci, Elliot. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. Merci, Elliot. On se retrouve bien sûr samedi prochain, à la même heure, sur Europe 1, en partenariat avec CNews. Avant de nous quitter, je rappelle un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1. C'est Europe 1 Sport, le studio des légendes, présenté par Jacques Vendroux. Votre grand rendez-vous sport du vendredi au dimanche, de 20h à 21h sur Europe 1. Et ce soir, Jacques Vendroux reçoit Philippe Bana, président de la Fédération française de handball, à moins de 150 jours des Jeux Olympiques. Mais dans l'immédiat sur Europe 1, c'est quoi ? C'est Laurent Mariotte pour la table des bons vivants. Laurent, bonjour cher Laurent, quel est le menu ce samedi ? Bonjour Elliot, nourrir sans dévaster la terre. Voilà un beau programme, vous êtes d'accord ? Eh bien c'est celui de Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, se met à table avec nous ce matin. Et Jean-Luc Lemoyne nous rejoint pour le plat du jour. Il adore les paupiettes, eh ben il y en aura. À tout de suite.